Il y a 22 ans, le premier jour où je suis entrée à l'école d'infirmière, ma professeure est entrée dans la salle, s'est approchée du tableau, et a écrit une seule phrase. Votre patient ne vous dit pas tout. Mais son corps, lui, dit tout. Ce jour-là, j'ai recopié cette phrase dans mon carnet. Puis la vie a passé, les carnets se sont remplis, cette page-là s'est perdue quelque part entre les pages d'une autre existence. Mais la phrase, elle, était restée. Quelque part, à l'intérieur de ma tête, comme une voix qui murmure à chaque garde, à chaque couloir, à chaque nuit sans sommeil. Était ce jeudi soir-là, debout devant la porte de la chambre 12 au bout du couloir de réanimation, cette voix ne murmurait plus. Elle criait. Pendant que je me battais pour maintenir une patiente en vie, j'étais menacée, à 2 doigts d'être frappée. Je m'appelle Mathilde Renard. J'ai 47 ans. Je travaille au service de réanimation de l'hôpital Pitié-Salpêtrière, dans le 13e arrondissement de Paris. 22 ans. Plus de la moitié de ma vie s'est écoulée dans ces couloirs, dans cette odeur particulière, sous cette lumière blanche et froide. Désinfectant et polyuréthane. Nulle part ailleurs ces deux-là ne coexistent de cette manière précise, cette façon d'imprégner vos vêtements, vos cheveux, votre peau. Mon mari Benoît, je l'ai vu pour la dernière fois pendant de vraies vacances il y a 2 ans, en Bretagne. Ma fille Lucie a maintenant 14 ans, et elle a arrêté de compter combien de nuits sa mère était rentrée dormir à la maison cette semaine-là. Compter, c'était épuisant pour elle. Ma mère habite dans un appartement à Saint-Germain-des-Prés, je l'appelle tous les dimanches sans faute, je dis, tu vas bien, c'est bien, parfait, et je raccroche. Voilà ce qu'était ma vie dans son entièreté. Je continuais d'appeler ça, une vie. En encaissant les menaces des familles de patients par-dessus le marché. Jusqu'à ce jeudi soir. Elle était 23h47. Une équipe en sous-effectif chronique. Au lieu des 5 personnes normalement prévues pour assurer la garde, nous n'étions que 3. Théo, l'interne en première année, encore fragile, encore émerveillé et terrifié à la fois. Isadelle, expérimentée mais épuisée jusqu'à la moelle. Et moi. 8 patients en réanimation. Tous critiques. 3 sous ventilateur mécanique. 2 considérés comme potentiellement sortables dans les jours à venir. Et la patiente de la chambre 12 était arrivée 2 jours plus tôt. 63 ans, Agnès Moreau. Elle venait de Neuilly-sur-Seine, le quartier des beaux immeubles haussmanniens, des voitures silencieuses et des trottoirs propres. Accident de voiture familiale. C'est son mari qui était au volant, il avait perdu la vie sur place, avant même l'arrivée des secours. Agnès avait été admise avec une hémorragie interne sévère, avait subi une opération d'urgence, puis avait été transférée en réanimation. Sa situation était stable, mais d'une stabilité fragile, comme un château de cartes dans une pièce où quelqu'un respire encore. Depuis que son mari n'était plus là, les proches des 2 familles s'étaient déchirés dans les couloirs. Larmes, cris, accusations. J'apprendrai plus tard que l'accident avait eu lieu pendant une dispute violente dans la voiture. Les 2 clans s'étaient littéralement affrontés dans le hall de l'hôpital, des bâtons, une chaise projetée sur quelqu'un, un homme qui criait des mots que je n'avais jamais entendus dans ces murs. J'avais regardé la scène avec de la terreur dans la poitrine. Nous étions si peu ce soir-là. Si l'un de nous était blessé, qui prendrait soin des patients? Comment tenir avec une équipe aussi réduite, en pleine nuit, dans un service aussi lourd? Cette nuit était censée être calme, comparée aux précédentes. Elle ne l'a pas été. Les agents de sécurité avaient fini par séparer tout le monde à grand-peine, et c'est dans ce moment précis, alors que le couloir retrouvait enfin un semblant de silence, que je me suis arrêtée devant la chambre 12. Rien ne m'y obligeait. Ce n'était pas l'heure de ma ronde. Théo était entré 15 minutes plus tôt, les constantes étaient normales, le cahier de transmission ne signalait strictement aucune anomalie. Mais j'ai quand même stoppé. Je me suis appuyée contre la porte vitrée. J'ai regardé à l'intérieur. Agnès dormait. Sa couverture était bien mise. Le moniteur affichait des valeurs qui se situaient toutes dans les fourchettes attendues. Pourtant, quelque chose n'allait pas. Quelque chose d'infiniment petit. Et la position de son bras gauche. À rapport à ce que j'avais observé lors de la visite du matin, le bras gauche était légèrement tourné vers l'intérieur. Une différence de quelques millimètres, peut-être moins. Rien qui mérite d'être consigné dans un protocole. Rien qui exige un rapport officiel. Peut-être un simple changement de position dans le sommeil. Peut-être une variation tout à fait normale. Mais en moi, quelque chose s'était allumé. Une lumière faible, mais nette. Je suis entré. Je me suis approché du lit. J'ai pris son pouls entre mes doigts. Rythmé, régulier. J'ai légèrement soulevé ses paupières.
Ses pupilles ont réagi à la lumière, réaction normale, symétrique. Puis j'ai tourné les yeux vers le coin inférieur gauche du moniteur. Et la valeur PIC. Pression intracrânienne. Depuis 3 heures, elle avait augmenté progressivement, très lentement, de 2 points. Pris isolément, chaque relevé restait dans les limites acceptables. Mais en regardant la courbe sur la totalité des 3 heures, en voyant la trajectoire dans sa continuité, un édème cérébral était en train de s'installer lentement. Silencieusement. Le seuil d'alarme n'avait pas encore été franchi. Mais la tendance était là, linéaire, inexorable, et elle allait quelque art de mauvais. Je suis sorti en courant. Isabelle. Chambre 12, augmentation de la PIC, appelle le neurologue de garde immédiatement. Théo, le matériel en chambre 12, maintenant. Isabelle s'est retournée. Elle m'a regardé dans les yeux. 2 secondes, pas une de plus. Puis elle a tendu la main vers le téléphone sans poser une seule question. 22 ans. Isabelle connaissait ma voix. Elle savait ce que signifiait mon ton quand je courais dans ce couloir. Elle n'a pas hésité. Le docteur Sébastien Auriac, neurologue de garde, est arrivé en 14 minutes. Jeune, 32 ans, les cheveux en bataille, il était visiblement en train de dormir lorsqu'on l'avait appelé. Il est entré, a regardé le moniteur, puis m'a regardé. Depuis combien de temps vous suivez cette courbe? Depuis que je l'ai remarqué, environ 20 minutes. En remontant les données, le début remonte à 3 heures. Pourquoi l'alarme n'a-t-elle pas sonné? Le seuil critique n'a pas encore été dépassé. Mais la courbe montre une augmentation strictement linéaire. Il a regardé Agnès. Il a effectué le test pupillaire avec sa lampe. Ses gestes étaient précis, rapides. Madame Moreau, vous m'entendez? Agnès a ouvert les yeux. Son regard était vague, orienté vers nulle part. Avez-vous des engourdissements du côté droit? Pas de réponse. Le docteur Auriac s'est retourné vers moi. Scanner cérébral en urgence absolue. Maintenant. Le résultat est revenu 1 heure plus tard. Hématome extradural. Petit, mais en expansion active. Un vaisseau sanguin qui saignait très lentement, non détecté lors de l'opération initiale, caché dans les zones d'ombre des images. Si on avait attendu 2 heures de plus, Agnès Moreau ne se serait peut-être pas réveillée. Le docteur Auriac se tenait dans le couloir, les mains dans les poches de sa blouse. Il m'a regardé. Qu'est-ce qui vous a alerté, concrètement? La position du bras gauche. Il s'est figé. La position du bras gauche? Il y avait une différence à rapport à la visite du matin. Minime. Presque invisible. Mais il y avait une différence. 1. Silence s'est installé dans le couloir. Puis il a hoché la tête lentement, avec une gravité que je n'attendais pas de quelqu'un d'aussi jeune. Bon travail, a-t-il dit. Simple. Sobre. Mais après 22 ans dans ce métier, on apprend à mesurer le poids exact de ces 2 mots. Je suis retourné auprès de mes collègues. Théo me regardait avec des yeux grands ouverts. Première année, tout était encore une première pour lui, la première urgence vraie, la première nuit où l'on comprend que les protocoles ne suffisent à toujours. Comment vous avez fait pour remarquer ça? A-t-il demandé. Qu'est-ce que j'aurais pu lui répondre? 22 ans d'expérience? L'instinct? Ces mots-là sonnent creux quand quelqu'un vous pose la question pour la première fois et veut vraiment comprendre. Regarde, ai-je dit. Contente-toi de regarder. Le protocole te dit quoi observer. Mais tes yeux te disent autre chose. Utilise les 2 en même temps, sans jamais sacrifier l'un pour l'autre. Théo a hoché la tête. Avait-il vraiment compris? Je ne le savais pas. Comprendre prend du temps. Des années, parfois. Des nuits comme celle-là, surtout à 3 heures du matin, j'étais assise au bureau des infirmières. Mon thé avait refroidi dans sa tasse, je n'y avais pas touché. J'écrivais mes rapports, stylo en main, les mots arrivant de manière mécanique sous la fatigue. Le téléphone a sonné. Benoît. Benoît qui appelle à 3 heures du matin. Ça ne présageait jamais rien de bon. Mon estomac s'est contracté d'une manière que je connaissais trop bien. J'ai décroché. Allô? Mathilde. Sa voix était plate. Trop plate pour cette heure-là. Mon cœur a fait quelque chose de désagréable dans ma poitrine. C'est Lucie? Non. Lucie va bien, elle dort.
Silence. J'ai quelque chose à te dire. Mais par téléphone, ce n'est pas la bonne façon. On peut se parler demain? Benoît, tu m'appelles à 3 heures du matin. Dis-moi maintenant. Long silence. Je veux te dire que je veux qu'on se sépare, a-t-il dit. Sa voix ne tremblait pas. C'était presque pire. Je ne peux plus continuer comme ça. Je tenais le téléphone contre mon oreille. Le bruit du couloir me parvenait en fond sonore. Les moniteurs, les ventilateurs, les pas d'Isabelle quelque art derrière moi. D'accord, ai-je dit. D'accord. On parlera demain. Là je suis en garde. Et j'ai raccroché. J'ai regardé la table devant moi. Les rapports étaient ouverts. Le stylo était dans ma main. J'ai continué à écrire. Parce que qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre, dans ce couloir, à 3 heures du matin? Pleurer? Peut-être. Probablement. Mais jusqu'à cette heure, je n'avais pas ce luxe-là. Il y avait plus de 8 moniteurs à surveiller. Isabelle était épuisée. Théo n'avait pas encore l'expérience pour tenir seul. J'ai continué. Mais quelque chose avait changé. Quelque chose de subtil et d'irréversible. Comme une fissure dans un mur qui vient d'apparaître. On ne la voit pas encore clairement, mais on sait qu'elle est là, et qu'elle ne s'arrêtera pas toute seule. Quand l'équipe de la garde du matin est arrivée, j'ai fait ma transmission. Normal, routinier, tout à sa place dans l'ordre habituel des choses. Agnès Moreau était au bloc, son état était stable, elle était entre de bonnes mains. Théo avait tenu. Isabelle aussi. En sortant du couloir, le docteur Leclerc, mon chef de service, m'a arrêté. 55 ans, cheveux gris, 15 ans dans ce service. L'un des rares ici à vraiment me connaître, pas le personnage que je joue, mais moi. Mathilde. Cette nuit, la chambre 12. C'était une surveillance de routine, ai-je dit automatiquement. On sait tous les deux que ce n'était pas de la routine. Il m'a regardé. Longtemps. Depuis combien de temps tu dors aussi peu? Je me suis arrêté. Pourquoi vous me posez cette question? Parce que depuis 1 an, tes yeux ont cette couleur particulière sous les cernes. Et Théo m'a dit ce matin que tu gérais 3 chambres quasiment seule en pleine nuit. Isabelle était avec moi. Isabelle entrait dans sa 48e heure de service. Tu le savais. Je n'ai pas répondu, parce que c'était vrai et que le démentir m'aurait demandé une énergie que je n'avais plus. Le docteur Leclerc a fermé son dossier. Mathilde. J'ai consulté le système de rapport. Sur les 4 derniers mois, tu as rempli tous tes formulaires d'heures supplémentaires, mais tu n'as soumis aucune demande de congé. Pourquoi? Je n'ai pas eu le temps de prendre des congés. Ce n'est pas une réponse. Je sais, ai-je dit. Mais c'est la seule réponse que j'ai. Parce que l'hôpital était devenu le seul endroit dans ma vie où j'existais vraiment. C'était peut-être une erreur, non, c'était certainement une erreur, mais c'était la vérité. J'y suis sorti. En marchant vers la station de métro, j'entendais encore la voix de Benoît dans ma tête. Je ne peux plus continuer comme ça. 24 ans ensemble. La nuit où Lucie est née, j'étais restée à l'hôpital parce que j'avais une garde. Les premiers pas de Lucie, je les avais regardés dans une vidéo que Benoît m'avait envoyée sur son téléphone. Quand sa première dent était tombée, j'étais en service. On ne peut plus continuer. Et elle avait raison. Je le savais. Mais cette réalité ne produisait en moi aucun effondrement. Aucune douleur aiguë. Rien de ce que 24 ans auraient dû déclencher. Et c'est ça, soudain, qui m'a terrifié. Et la porte du métro s'est ouverte. Je suis montée. Debout comme tout le monde, balancée par les secousses des rails. Et là, dans la foule du matin, dans le bruit sourd de la rame, j'ai compris quelque chose. Mes émotions n'étaient pas absentes. Elles étaient gelées. Depuis combien de temps? 1 mois? 6 mois? 1 an entier? Quelque art dans la routine, dans les protocoles, dans l'enchaînement des gardes, mes émotions avaient gelé, et je n'avais rien remarqué. Était ça, c'était infiniment plus effrayant que la séparation avec Benoît. Quand j'ai ouvert la porte de l'appartement, il était 8h30. Benoît était parti. Lucie était à l'école. Je suis allée dans la cuisine. J'ai fait du café. Je me suis assise à la table. J'ai regardé mon téléphone. Aucun message. Benoît n'avait rien envoyé. Moi non plus. J'ai bu le café. Et je me suis rendu compte, en pensant à tout ça,
à quel point j'avais négligé des choses que je n'aurais jamais dû négliger. Puis j'ai dormi. Profondément, sans réveil, sans rêve. À 15 heures, je me suis réveillée. Par la fenêtre, on voyait les immeubles du bord de la Seine. Ciel gris, ce ciel gris caractéristique de Paris, lourd mais familier, comme un plafond bas qu'on finit par ne plus voir. Mon téléphone affichait un message. Du docteur Leclerc. Mathilde. La direction de l'hôpital impose l'utilisation des congés accumulés. Tu en as un stock important. 10 jours. Ça commence lundi prochain. On en parle. 10 jours. J'ai pensé à Lucie. À Benoît. À l'appartement de ma mère. Et soudain, une peur que je n'avais jamais ressentie sous cette forme est remontée à la surface. La peur du vide. Je m'étais tellement éloignée de certaines choses que je réalisais seulement maintenant leur essence. Je ne savais pas quoi faire sans l'hôpital. Et ça, c'était la preuve que ce qui me retenait entre ces murs n'était pas l'amour du métier. C'était l'habitude. J'avais traversé ces années dans un état de nécessité permanente, sans jamais m'interroger sur ce que je voulais vraiment. Et si cette histoire vous a touché quelque part, posez-vous cette question, dans votre vie, avez-vous déjà remis en question quelque chose en vous demandant si c'était de l'habitude ou de l'amour? La réponse que vous trouverez vous appartient, mais elle mérite d'être cherchée. Avant de commencer mes congés, j'ai fait une chose. Je suis allée chercher Lucie à la sortie de son école. La dernière fois que je l'avais fait, je serais bien incapable de vous le dire. En temps normal, c'est Benoît qui allait la chercher, ou bien Lucie prenait le métro seule. Mais ce jour-là, je me suis retrouvée sur le trottoir devant le portail, entourée des autres parents, avec mes gants et ce sentiment étrange d'être légèrement à ma place et légèrement hors de ma place en même temps. Quand Lucie est sortie et qu'elle m'a vue, elle s'est arrêtée net. Maman, c'est toi? J'ai ri. C'est moi, oui. Elle est venue vers moi. Elle ne m'a pas serrée dans ses bras, à 14 ans, on ne fait plus ça comme ça, mais elle a attrapé mon épaule et l'a serrée fort. C'était sa façon à elle d'enracer, depuis qu'elle avait décidé qu'elle était trop grande pour le reste. Tu n'as pas de garde aujourd'hui? J'ai 10 jours de congé. Elle s'est arrêtée. Elle m'a regardé avec les yeux de son père, vert sombre, des yeux qui s'approfondissent quand il cherche à comprendre quelque chose. 10 jours? 10 jours. Nous avons marché. On a descendu le boulevard Saint-Marcel. On s'est arrêté dans une boulangerie pour acheter des croissants, on les a mangés en marchant, et on est descendu jusqu'au quai de la Seine. C'était la fin octobre, les arbres perdaient leurs feuilles, et Paris avait ce rendu particulier de cette saison-là, une peinture vivante, des couleurs ocre et rouille que nul photographe ne reproduit vraiment fidèlement. Lucie a parlé. L'école, ses amis, le professeur de mathématiques et ses règles absurdes, le film qui sortait la semaine prochaine. Et moi, j'ai écouté. Vraiment écouté. Pas avec la moitié de mon cerveau ailleurs, pas en attendant que mon téléphone vibre. Présente, complètement, pour la première fois depuis longtemps. Elle aussi le sentait, je voyais dans ses yeux une légère stupéfaction, comme si elle n'était pas tout à fait sûre de ce qui se passait. C'était presque une première. Le lendemain matin, Benoît et moi avons eu cette conversation. Longue, calme, douloureuse mais pas violente. Il a parlé, j'ai écouté. J'ai parlé, il a écouté. Sans se couper, sans chercher à avoir raison. Je ne dis pas que je ne t'aime plus, a-t-il dit. Mais toi, tu n'es pas là, Mathilde. Ton corps est là. Mais toi, tu n'es pas là. Je sais. Il s'est attendu à ce que je nie. À ce que je me défende. J'ai vu la surprise traverser son visage. Tu sais? Oui. Et ce n'est pas ta faute. Quelque chose a changé dans son expression. Quelque chose de complexe, peut-être de la tristesse, peut-être du soulagement, peut-être les deux mélangés. Quand est-ce que ça s'est passé? A-t-il demandé. Je ne sais pas exactement. C'est arrivé progressivement, sans que je m'en aperçoive. Lucie pose des questions parfois. Elle demande pourquoi maman est toujours fatiguée. Cette phrase-là s'est accrochée quelque part à l'intérieur. Les enfants disent tout haut ce que les adultes n'arrivent pas à formuler. Mettons-nous d'accord, ai-je dit. Pour Lucie d'abord. Ah, précipitamment, avec soin. Et moi, je vais essayer de changer des choses. Tu penses que tu peux y arriver? Question honnête. Elle méritait une réponse honnête.
Je ne sais pas. Mais j'ai besoin d'essayer. Le deuxième jour de mes congés, un vendredi matin, je suis sorti sans but précis. Pas de plan, pas d'itinéraire. J'ai traversé le Marais à pied, je suis passé devant Notre-Dame, toujours en reconstruction, les échafaudages et les bâches cachant mal la silhouette de la cathédrale qui se relevait derrière. J'ai regardé les grues, écouté le bruit des marteaux. Les choses brisées pouvaient être reconstruites. C'était là, concrètement, sous mes yeux. Je suis entré dans les jardins du Palais-Royal. Je me suis assise sur un banc. Le soleil était sorti, froid mais présent, lumineux comme il est parfois en automne parisien. Des personnes âgées faisaient leur promenade matinale, une mère courait après son enfant, 2 hommes jouaient aux échecs dans un coin. Paris avait cette qualité rare, peu importe la vitesse à laquelle le reste du monde accélérait, Paris protégeait toujours ses jardins, sa lumière jaune, ses tables en fer forgé. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Allô? Madame Renard? Mathilde Renard, de la Pitié-Salpêtrière? Oui. Je suis le docteur Camille Vidal, des urgences de Lariboisière. Je suis désolée de vous déranger, mais... Elle a marqué une pause. J'ai attendu, le cœur déjà serré. Une de vos collègues est ici. Isabelle Fontaine. Accident de la route. Admise il y a 1 heure. Le banc était froid sous moi. Les feuilles bougeaient dans le vent. Quel est son état? Stable pour l'instant. Mais elle a demandé à vous voir. Vous êtes enregistré dans le système comme personne de référence. La famille d'Isabelle était à Bordeaux. À Paris, elle n'avait personne. C'est mon nom qu'elle avait donné à l'hôpital, en cas d'urgence. J'arrive, ai-je dit. Lariboisière, dans le 10e arrondissement, près de la gare du Nord. 20 minutes en métro. Quand je suis arrivé aux urgences, le docteur Vidal m'a accueilli. 35 ans, cheveux courts, mouvements rapides et précis. Merci d'être venu. Fracture de la jambe gauche, côte fêlée, plaie au cuir chevelu. Le scanner cérébral est propre, pas d'atteinte aux organes internes. Sous antidouleur, état stable. Que s'est-il passé? Elle est tombée de son vélo. Une voiture a tourné à gauche sans signaler. Isabelle a dévié, mais trop tard. Rouler à vélo à Paris. Une partie intégrante de la vie de cette ville. Et parfois, sa plus grande traîtrise. Je suis l'entrée dans sa chambre. Isabelle était assise dans le lit, la jambe dans un plâtre, un pansement sur la joue. Mais ses yeux étaient ouverts, et quand elle m'a vu entrer, quelque chose dans son visage s'est légèrement affaissé, comme si elle avait retenu quelque chose depuis un moment et venait de lâcher. Mathilde. Je t'attends que tu me dises que tu vas bien, ai-je dit. Elle a hésité. Puis a souri. Je vais bien. Faux. Oui. Faux. Je me suis assise à côté d'elle. Nous avons gardé le silence un moment. Tu as eu peur, ai-je demandé. Énormément. Sa voix était basse. Quand j'étais par terre, les voitures passaient à côté de moi sans s'arrêter. Personne ne s'arrêtait. Et puis un homme s'est garé. Un homme âgé, d'origine nord-africaine, il s'est accroupi à côté de moi, il a pris ma main. Il a dit, je suis là. Je suis là, ne partez pas. C'est lui qui a appelé l'ambulance. Heureusement qu'il était là. Oui. Elle a regardé par la fenêtre. Mathilde, je sortais d'une garde de nuit. 42 heures. J'ai pris mon vélo parce que j'étais trop épuisée pour attendre le métro. C'était une erreur. Oui. 42 heures. Le protocole dit 36. Le chef de service était au courant. Je l'ai regardé. Tu vas porter plainte? Non. Vite. Parce que tout le monde fait pareil. Tout le monde accumule des heures en trop. Si je porte plainte, qu'est-ce qui change vraiment? Peut-être rien, ai-je dit. Peut-être quelque chose. Silence. Mathilde. Je vais te poser une question et je veux une vraie réponse. Pose-la. Toi, tu n'es pas fatigué? 22 ans. Si. Je suis fatiguée. Et alors? Et alors je continue. Pourquoi? J'ai regardé par la fenêtre. Des gens passaient dans la rue.
La vie continuait dehors, indifférente, sans même savoir que nous étions là. Parce que je ne connais pas autre chose, ai-je dit honnêtement. Isabelle m'a regardé longuement. C'est suffisant, ça, d'après toi? Cette question. Je ne me l'étais jamais posée. Pas une seule fois en 22 ans. Parce que poser la question impliquait d'accepter la réponse. Et la réponse pouvait être dangereuse. Je suis restée 4 heures à l'hôpital. Quand Isabelle s'est endormie, je suis sortie. En marchant dans le couloir de Lariboisière, j'ai remarqué quelque chose. Ce n'était pas un endroit que je connaissais, mais la sensation était identique. Désinfectant et polyuréthane. Son de moniteur. Pas rapide, voix basse. Tous les hôpitaux se ressemblaient à l'intérieur. Et dans tous les hôpitaux, j'éprouvais la même chose. Je suis à ma place. Mais est-ce que ce sentiment d'appartenance était sain? Je suis sortie. J'ai marché sur le boulevard Saint-Denis. L'air avait fraîchi, j'ai boutonné ma veste. J'avais faim. Je suis entrée dans une brasserie au coin de la rue. J'ai commandé un croque-monsieur et un café. Je me suis installée près de la fenêtre. Et là, sans raison apparente, ma mère m'est venue à l'esprit. Je l'appelais tous les dimanches. Tu vas bien, c'est bien, parfait. En réalité, c'était une fuite. Si je lui disais vraiment tout, ma mère répondrait des choses difficiles à entendre. Des choses vraies. Et je ne voulais pas les entendre. J'ai sorti mon téléphone. Je l'ai appelée. Mathilde? Ma mère décrochait toujours à la deuxième sonnerie. Toujours. Comme si elle attendait. Maman. Tu as un moment? Il est 15 heures. J'ai toujours un moment. Son rire. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il faudrait qu'il se passe quelque chose? Parce que ce n'est pas dimanche et que tu ne dis pas tu vas bien, parfait. Tu veux vraiment parler. Les mères. Benoît veut qu'on se sépare, ai-je dit. Silence. Je sais, a-t-elle dit. J'ai marqué un temps d'arrêt. Tu savais? Je le sentais. Depuis 2 ans. Sa voix était douce, sans jugement. Et toi aussi tu le savais. Oui. Pourquoi tu as attendu? Parce que j'avais peur. Du changement. Du vide. Mathilde. Sa voix s'est faite plus basse, plus proche. Est-ce que je peux te poser une question? À l'hôpital, à quel moment tu te sens la plus heureuse? J'ai réfléchi. Quand j'arrive à la bonne conclusion pour un patient. Quand j'apprends quelque chose à une jeune infirmière. Ou quand un patient reprend conscience et qu'il ouvre les yeux. Ces moments-là, ils arrivent quand? Pendant les gardes. Oui. Pendant les gardes. Et en dehors des gardes? Je n'ai pas répondu. En dehors des gardes, qu'est-ce que tu ressens, Mathilde? Le vide. Quand ce mot est sorti de ma bouche, j'ai compris depuis combien de temps il était là, installé, attendant d'être dit. Le vide. Pendant toutes ces années, j'avais refusé de voir une chose qui me pesait en silence. L'hôpital avait cessé d'être une partie de ma vie pour devenir la vie elle-même, son substitut total. Et j'avais laissé faire. Parce qu'à l'hôpital j'étais pleine, et dehors j'étais vide. Et le vide faisait peur. Mathilde, a dit ma mère. Viens ce soir. On dîne ensemble. Maman. Prends Lucie. Nous 3. Je fais une soupe à l'oignon, j'ai pris du bon pain. L'appartement de ma mère à Paris. Saint-Germain-des-Prés, à quelques pas du café de Flore et des 2 Magots. Elle y vivait depuis 40 ans, chaque recoin portait une mémoire, chaque odeur était une sécurité. D'accord, ai-je dit. J'arrive. Ce soir-là, dans la cuisine de ma mère, quelque chose s'est produit. Quelque chose de petit. Mais de réel. Lucie épluchait des oignons, les yeux qui pleuraient, elle protestait. Ma mère lui montrait la bonne technique, Lucie résistait. Moi je me tenais debout près de la fenêtre, à regarder les lumières du bord de la Seine. Et j'ai ri. Vraiment ri. Ce rire-là qui vient du dedans, sans effort, sans pensée derrière. Lucie s'est retournée. Les yeux encore humides, mais un sourire quand même. Ma mère nous a regardés, toutes les deux. En silence. Mais ses yeux brillaient.
Qu'est-ce qui se passe? Ai-je demandé. Rien, a-t-elle dit. Je t'observais, c'est tout. Plus tard dans la soirée, après que Lucie s'est endormie, nous sommes restés sur le balcon toutes les deux. Paris la nuit, cette lumière jaune qui filtre de chaque fenêtre. Qu'est-ce que tu fais demain? A-t-elle demandé. Je ne sais pas encore. Bien, a-t-elle dit. Ne pas savoir, c'est bien. Quand tu savais, tu allais toujours au même endroit. Le 4e jour de mes congés. Un lundi matin. Lucie était à l'école. Benoît au travail. L'appartement était silencieux d'une manière que je n'avais pas connue depuis longtemps, un silence propre, sans urgence dedans. Dans la cuisine, j'ai préparé du café. Un vrai café, comme on devrait toujours en faire, filtré lentement, avec mon aéropre, sans regarder l'heure. C'était une petite chose, mais à l'hôpital le café était toujours dans un gobelet en plastique, fade, avalé en marchant entre deux chambres. Là, je me suis assise. Près de la fenêtre. J'ai regardé la lumière du matin sur la Seine en buvant. J'ai décidé de descendre rue Mouffetard. Le marché. Légumes, fromage, pain. Depuis des années, c'était Benoît qui faisait les courses, et moi je passais en vitesse au supermarché du coin quand il n'y avait plus rien. Mais ce matin-là, je voulais cuisiner pour Lucie. Faire quelque chose de mes mains. Vraiment. La rue Mouffetard s'éveillait tôt. Les caisses en bois des primeurs s'alignaient sur le trottoir, le fromager exposait son meilleur comté en vitrine, le poissonnier renouvelait la glace autour de ses poissons. L'odeur était un mélange complexe, fleurs et terre humide et mer et épices, le parfum le plus humain de tout Paris. J'ai marché. Je me suis arrêté. J'ai regardé. Je n'ai pas pressé le pas. J'étais devant un étal de fruits, à examiner des poires, à me demander lesquelles prendre, quand j'ai perçu quelque chose. Pas un bruit. Au contraire, un silence. Dans ce marché animé où tout le monde criait, les marchands interpellaient les passants, les enfants couraient entre les jambes des adultes, à 20 mètres de moi, devant un banc public, il n'y avait pas de son. Je me suis retourné. Un homme âgé était assis sur ce banc. Il devait avoir 70 ans. Il portait un manteau sombre, et son chapeau de feutre avait glissé sur ses genoux. Sa tête était inclinée vers l'avant. Les gens passaient à côté de lui sans s'arrêter. Quelque chose s'est allumé en moi. Instantanément. Ce signal-là que je connaissais trop bien. J'ai posé les poires. J'ai marché vers lui. Monsieur, ai-je dit en m'approchant. Pas de réponse. Je me suis agenouillé. J'ai regardé son visage. Teint grisâtre. Il transpirait, et pourtant il faisait froid. Monsieur, vous m'entendez? Ses yeux se sont ouverts. Regard flou, orienté vers rien. J'ai posé 2 doigts sur son poignet. Pouls présent. Rapide. Irrégulier. J'ai regardé son bras droit. Il le tenait d'une manière particulière, du poignet jusqu'au coude, comme s'il essayait inconsciemment de le soutenir. Avez-vous une douleur dans le bras? Ai-je demandé. Sa bouche s'est ouverte. S'est refermée. Puis, la poitrine. Je suis infirmière, ai-je dit. Je ne vous quitte pas. Comment vous appelez-vous? Maurice. A-t-il dit. Maurice Lebrun. Maurice, j'appelle le 15 maintenant. Le SAMU arrive. Vous concentrez-vous sur ma voix, d'accord? Seulement ma voix. J'ai sorti mon téléphone. J'ai composé le 15. Le SAMU, le service d'aide médicale urgente de Paris. SAMU, j'appelle depuis la rue Mouffetard, 5e arrondissement. Patient masculin d'environ 70 ans, douleur thoracique, douleur au bras droit, pouls irrégulier, diaphorèse, conscience altérée mais présente. Je suis infirmière, je reste avec lui. Des gens s'étaient arrêtés autour de nous. Quelqu'un a demandé ce qui se passait. Une jeune femme s'est accroupie à côté de moi. Je peux aider? Oui. Allez chercher une chaise dans la boutique là-bas. Maintenez-le dans cette position, ne le faites pas bouger. Elle a couru. Le SAMU est arrivé en 8 minutes. À Paris, 8 minutes, c'était rapide. Et pendant ces 8 minutes, je suis restée auprès de Maurice. J'avais ses doigts entre les miens, je lui parlais pour maintenir sa conscience en éveil. Maurice, vous habitez dans le quartier? Ici, rue du Pot de Fer.
Elle rue. Depuis longtemps? 40 ans. Sa voix était faible, mais elle sortait. 40 ans. Vous faites partie des anciens de Paris. Ma femme, elle est née ici. Il a marqué une pause. Une toux légère. Elle est partie il y a 2 ans. Quelle période de l'année vous aimez le mieux ici? Il a réfléchi. La douleur passait sur son visage, mais il a répondu. Mais. Quand les marronniers fleurissent. Moi aussi j'aime mais. Des mots simples. Mais les mots le gardaient là, présent, dans ce moment. Maintenir la conscience par la parole, c'est l'une des premières choses qu'on apprend. À l'hôpital, les moniteurs font ce travail. Dans la rue, c'est la voix. Le SAMU est arrivé. 2 équipiers. Rapides, formés. Vous êtes infirmière, a dit le premier. Mathilde Renard, réanimation, Pitié-Salpêtrière. Cette reconnaissance immédiate entre soignants. Ce lien qui se noue en une seconde. Bilan? J'ai transmis. Vite, précis, dans l'ordre. Maurice a été installé sur le brancard. Avant que les portes de l'ambulance se ferment, son regard s'est posé sur moi. Merci, a-t-il dit. Seulement ça. En mai, les marronniers vont fleurir, ai-je dit. Vous les verrez. L'ambulance est partie. Je me suis assise sur le banc qu'il avait occupé. Autour de moi, le marché avait repris son rythme. Les vendeurs criaient. Les enfants couraient. La vie continuait, comme si rien ne s'était passé. J'ai regardé mes mains. La veille sur le balcon de ma mère, j'avais ri pour la première fois depuis longtemps. Ce matin, j'avais bu mon café lentement, regardé le fleuve. J'avais regardé des poires et réfléchi à lesquelles choisir. Et puis un homme s'était assis sur un banc avec un pouce irrégulier et tout était devenu automatique. Sans réfléchir. Sans effort. Juste, présente. Benoît avait dit tu n'es pas là. Peut-être. Peut-être que même quand mon corps était à Paris, une partie de moi était toujours quelque part dans ces couloirs de réanimation. Mais quand je m'étais agenouillée devant Maurice, quand j'avais tenu son poignet, j'étais là. Entièrement. Nulle part ailleurs. C'était la réponse à une question. Ou peut-être le début d'une question nouvelle. Et il était temps, maintenant, de commencer à réparer ce qui pouvait l'être. Mon téléphone a sonné. Numéro de la Pitié-Salpêtrière. Allô? Mathilde? Docteur Leclerc. Désolé de vous déranger, c'est important. Je vous écoute. Agnès Moreau. Elle a été réadmise en réanimation hier soir. L'opération s'est bien passée, mais complications post-opératoires. Sa famille vous demande. Ils vous connaissent, ils vous veulent. Je ne peux pas officiellement vous appeler, vous êtes en congé, mais... J'y vais, ai-je dit. Il a hésité. Mathilde, ce n'est pas obligatoire. J'y vais. Mais Leclerc. Oui? Quand je reviens, on parle. La situation d'Isabelle, les durées de garde, le protocole des heures supplémentaires. Tout. Court silence. D'accord, a-t-il dit. J'ai raccroché. J'ai quitté le marché. Je n'avais pas acheté les poires. Ça n'avait plus d'importance pour l'instant. En marchant vers la station de métro, j'ai respiré une dernière fois ce mélange d'odeurs de la rue Mouffetard. Fleurs et terre et mer et épices. Puis les portes du métro se sont ouvertes et se sont refermées. En arrivant à l'hôpital, quelque chose m'a frappé. Un sentiment familier mais différent. Comme si c'était pareil, mais que ce n'était plus pareil, ou comme si c'était moi qui avais changé et que l'hôpital, lui, était exactement comme je l'avais laissé. En réanimation, Théo était à la porte. Il m'a vu et a ouvert de grands yeux. Mathilde, vous êtes en congé. Je sais. Agnès Moreau, c'est quelle chambre? Numéro 3. Je suis entrée. Agnès Moreau était allongée, les yeux ouverts, sous ventilateur. Teint pâle, mains bandées. Assise à côté d'elle, une femme d'une trentaine d'années, certainement sa fille, les yeux gonflés d'avoir pleuré. En me voyant entrer, elle s'est levée. C'est vous? Elle vous a demandé. Elle a dit, amenez-moi Mathilde. Je me suis approchée d'Agnès. Ses yeux se sont tournés vers moi.
Je suis là, ai-je dit. Agnès, je suis là. Elle a bougé les doigts. Elle voulait prendre ma main. Je l'ai prise. J'ai regardé les constantes. Pouls rapide. Saturation en oxygène limite. Théo était resté dans l'encadrement de la porte. Théo. Masque à oxygène niveau 5, maintenant. Et appelle le médecin de garde, il faut mettre à jour le suivi de la PIC. Mais vous êtes officiellement en congé. Théo. Ma voix était calme. En ce moment, c'est moi qui suis dans cette chambre. Et cette femme est ma patiente. Fais ce que je te dis. Une seconde. Puis il a couru. La fille d'Agnès m'a regardé. Pourquoi elle vous a demandé, vous? Je ne sais pas exactement, ai-je dit honnêtement. Mais je suis venue. Je suis restée jusqu'à 23 heures ce soir-là. Officieusement. Mais présente. L'état d'Agnès s'est stabilisé. La saturation s'est améliorée. Le suivi de la PIC a été mis en place. Le médecin de garde a évalué la situation. Bien intercepté, a-t-il dit. En partant, le docteur Leclerc m'attendait dans le couloir. Mathilde. Je sais, je sais. Je suis en congé. Non, a-t-il dit. Je voulais vous remercier. Je me suis arrêtée. Le système est cassé, ai-je dit. Isabelle a terminé une garde de 42 heures et a dû rentrer chez elle à vélo parce qu'elle était trop épuisée pour attendre le métro. C'est inacceptable. Je sais. Quand je reviens, je rédige un rapport officiel. Je sais. Et ce rapport ne concerne pas seulement Isabelle. Il concerne tout le service. Il m'a regardé longuement. Vous êtes prête pour ça? Question directe. Je ne sais pas si je suis prête, ai-je dit. Mais c'est nécessaire. Parce que si Isabelle était tombée sous une voiture plutôt que sur le bitume, la phrase « c'est comme ça que fonctionne le système » ne l'aurait pas ramenée. Je suis sortie dans la nuit parisienne. Les fenêtres jaunes, la légère brume. Mon téléphone a vibré. Un message de Lucie. Maman, t'es où? Le dîner est prêt. J'ai souri. J'arrive, ai-je répondu. Il était temps, vraiment, de m'occuper de ma fille, de Benoît, de ma vie. Ce système défaillant avait transformé mon hôpital en ma seule maison. Il fallait que ça change. Les 3 derniers jours de mes congés ont été différents. Pas lents, ils étaient remplis. Mais d'une plénitude d'une autre nature. Lucie et moi sommes allés à Saint-Sulpice. Nous avons visité l'église, nous avons flâné à l'intérieur, puis je me suis assise dans un café à boire monté pendant que Lucie prenait des photos. Paris dans une tasse. C'était beau, simplement beau. Avec ma mère, nous sommes entrés dans le jardin des plantes. Le jardin se préparait pour l'hiver, les branches nues des arbres tendues vers le ciel gris, mais toujours debout, toujours solides. Ma mère connaissait le nom de chaque arbre, elle me les avait appris quand j'étais petite, j'avais tout oublié. Cette fois-là, j'ai pris des notes. Je suis retournée voir Isabelle. Sa jambe progressait, elle avait retrouvé sa vivacité dans les yeux. Nous avons parlé longtemps, vraiment parlé, pour la première fois. Pas du service, pas des gardes, pas du travail. De la vie. Isabelle avait grandi à Bordeaux, elle aimait la mer profondément, elle m'a raconté comment elle était arrivée à Paris. Moi, j'ai grandi à Saint-Étienne, mon père était ingénieur dans les mines, la première fois qu'on m'avait emmené aux urgences j'avais 12 ans, je m'étais cassé le bras, et j'avais regardé les mains de l'infirmière, leur précision, leur douceur, et quelque chose s'était décidé en moi ce jour-là. Pourquoi tu ne m'avais jamais raconté ça? A dit Isabelle. Tu ne m'avais pas demandé. Toi non plus, tu ne m'avais pas demandé. 2 ans dans le même service. Jamais nous n'avions vraiment fait ça. Le dernier jour de mes congés. Un vendredi. Je me suis levée tôt. J'ai préparé mon café. Je suis sortie sur le balcon. Paris avait un son particulier le matin. Lourd, lent, comme une ville qui se réveille à contre-cœur. Les bus avaient commencé leur service mais les cafés n'étaient pas encore pleins. Un roucoulement de pigeons. Le bruit lointain d'un camion de livraison. L'odeur du café qui filtrait depuis l'appartement de quelqu'un en dessous. J'avais vécu 22 ans dans cette ville. Combien de matins avais-je passé sur ce balcon? 5?
10, peut-être? Lucie est apparue derrière moi. Son sac à dos sur les épaules, les mains dans les poches. Je pars. Bonne journée. Elle s'est arrêtée. Elle m'a regardée. Maman. Oui? Tu étais différente, cette semaine. Comment ça? Tu étais là. Elle a haussé les épaules, avec cette façon qu'ont les adolescents de rendre les choses importantes légères. Je veux dire, physiquement t'as toujours été là, de temps en temps. Mais là, t'étais vraiment là. Je n'ai pas su quoi dire. Lucie a souri. Un sourire que je me connaissais, le coin supérieur de la lèvre qui remonte un peu plus d'un côté que de l'autre. C'est bien, a-t-elle dit. Et elle est partie. Je suis restée seule sur le balcon. Mon thé avait refroidi. Je l'ai bu quand même. Dans l'après-midi, j'ai retrouvé le docteur Leclerc dans son bureau. 2 cafés, un dossier ouvert sur la table. J'avais apporté le rapport. Le cas d'Isabelle. Les durées de garde. Les données d'heures supplémentaires. Les statistiques des 6 derniers mois. La nuit où Théo avait géré seul pendant des heures lors de sa première semaine. Mes propres heures supplémentaires, listées une à une. C'est un document officiel, a dit Leclerc. Ça va remonter au conseil de direction. On ne sait pas comment ils vont réagir. Je sais. Ils peuvent mettre une pression sur vous. Je sais. Ou ne rien changer du tout. Je sais. Mais ne pas signaler la situation d'Isabelle est aussi un choix. Et ce choix-là a des conséquences que j'assume aussi. Leclerc a regardé le rapport. Puis il a signé. Vous reprenez mardi. Garde normale. Oui. Une dernière chose. La PHP m'a transmis une proposition. Coordinatrice de formation infirmière. Mi-clinique, mi-formation. Je vous ai recommandé. Je me suis arrêtée. Pour quand? Réunion la semaine prochaine. Réfléchissez-y. En sortant, je me suis arrêtée dans le couloir. À travers la vitre de la porte de réanimation, j'ai regardé à l'intérieur. Moniteur, ventilateur. Théo était assis au bureau, la tête penchée sur ses rapports, appliqués. Ce n'était plus le Théo de la semaine d'avant. Cette semaine lui avait montré des choses qu'on ne peut pas enseigner dans une salle de cours. Le soir, je suis rentrée à l'appartement. Benoît était assis à la table. Devant lui, 2 verres de vin. Je me suis assise. Nous n'avons rien dit pendant un moment. Comment s'est passée la semaine? A-t-il demandé finalement. Étrange, ai-je dit. Eh bien. Les deux en même temps? Il semblerait que ce soit possible. Il a pris son verre. J'ai pris le mien. Un Bourgogne, une bonne année, Benoît s'y connaissait. Je vais te dire quelque chose, a-t-il dit. Et je ne te demande pas de répondre tout de suite. D'accord. Je t'aime. Toujours. Mais ta relation avec l'hôpital, ce n'était pas pour moi que c'était effrayant. C'était pour toi. Être à côté de toi sans vraiment te voir. J'ai écouté sans l'interrompre. Et cette semaine, j'ai remarqué quelque chose. L'appartement était différent. Toi tu étais différente. Lucie l'a remarqué. Lucie me l'a dit. Moi aussi je te le dis. Il m'a regardé. Vraiment, tu peux changer? Pas une question rhétorique, vraiment? Réponse honnête. A changé complètement, non, ai-je dit. Je suis infirmière. C'est en moi. Si un homme s'effondre sur un banc de marché un matin, je vais prendre son pouls, ça ne s'arrêtera jamais. Mais ce n'est pas ce que tu voulais voir disparaître. Non. Ce que tu voulais, c'est que je sois là, avec toi, avec Lucie, dans cet appartement. Vraiment là. Oui. Ça, je peux le choisir. Et je suis en train d'apprendre à choisir. Silence. Benoît a posé son verre. Il a tendu la main. J'ai tendu la mienne. Nous ne nous sommes pas serré la main. Il a simplement tenu la mienne. La chaleur d'une main dans une autre. Une chose simple. Mais réelle. Cette nuit-là nous nous sommes endormis enlacés, comme au début, comme il y a longtemps. Il m'a dit qu'il avait tellement manqué ça.
Moi aussi je lui avais manqué, sa présence, son contact, cette proximité ordinaire que j'avais laissé s'éteindre sans m'en apercevoir. Le mardi matin, je suis retournée à l'hôpital. Devant la porte d'entrée, je me suis arrêtée. 22 ans que j'entrais par cette porte chaque matin. Je ne m'étais jamais arrêtée comme ça. Désinfectant et polyuréthane. Mais ce matin-là, il y avait autre chose. Peut-être que c'était toujours là et que je ne l'avais jamais perçu. Une odeur de pain. Quelqu'un avait apporté un petit déjeuner. Et un bruit de rire, lointain, depuis la salle des infirmières. La vie. L'hôpital était vivant, lui aussi. Cette idée ne m'avait jamais traversé de cette façon. L'hôpital et la vie m'avaient toujours semblé opposés. L'hôpital et la famille. La garde et le reste. Mais la vie n'est pas divisée comme ça. Elle est entière. C'est moi qui l'avais divisée. Je suis entrée. Théo était debout au bureau. En me voyant, il a souri. Mathilde. On vous attendait. Théo, attends. Je veux te poser une question. Oui? Pourquoi est-ce que tu es devenu infirmier? Il a eu l'air surpris. Puis il a réfléchi sérieusement. Quand ma grand-mère était malade, a-t-il dit, une infirmière lui a tenu la main. Juste ça. Rien d'autre. Et ma grand-mère est sortie de sa peur à ce moment-là. Je regardais la scène et, c'est ça que je voulais faire. J'ai hoché la tête. Ne l'oublie jamais, ai-je dit. Dans les années à venir, le système va t'épuiser, les protocoles vont t'étouffer, certains jours tu vas te demander pourquoi tu fais ça. Ces jours-là, rappelle-toi la main de ta grand-mère. Théo m'a regardé comme s'il voulait écrire ça quelque part. Et vous vous en souvenez quand? Je viens de m'en souvenir, ai-je dit. 22 ans après. Nous avons ri. Tous les deux, dans le couloir, au début de la garde du matin. 2 jours plus tard, Agnès Moreau a quitté la réanimation. Je l'ai croisée dans le couloir du service. Elle marchait lentement avec sa canne, sa fille à côté d'elle. Elle s'est arrêtée. Mathilde. Agnès. Vous avez l'air bien. Grâce à vous. Elle s'est tournée vers sa fille. Cette femme. Le premier soir. Elle a remarqué la position de mon rat. La fille m'a regardé, les yeux qui brillaient. Je ne trouve pas les mots pour vous remercier. Vous n'avez pas besoin d'en trouver, ai-je dit. Que vous alliez mieux, c'est suffisant. Agnès a pris ma main dans la sienne. Une main vieille et forte, la main d'une vie passée à Neuilly, d'une histoire longue et maintenant brisée et cependant debout. Mon mari est parti, a-t-elle dit à voix basse. Mais moi je suis encore là. Et pendant un moment, je ne trouvais plus de raison à ça. Mais maintenant. Elle s'est arrêtée. Maintenant, ai-je dit. Maintenant le mois de mai va revenir. Les marronniers vont fleurir. Et je les verrai. Mes yeux se sont mouillés. Je ne m'y attendais pas. J'avais dit cette phrase-là. À Maurice Lebrun, l'homme sur le banc du marché. Et maintenant Agnès la renvoyait vers moi. Mais. Les marronniers. Parfois une phrase traverse plusieurs vies et revient à son point de départ avec quelque chose de plus. Le samedi suivant, dans l'après-midi. Nous étions assis au parc Montsouris. Moi, Lucie, Benoît. C'est ma mère qui avait eu l'idée, aller au parc, avait-elle dit. Les mères parisiennes savent quand il faut sortir du dedans. Les feuilles tombaient. Lucie prenait des photos. Benoît lisait son journal. Moi je ne faisais rien. J'apprenais à ne rien faire. Ce n'était pas nouveau comme sensation, mais l'accepter l'était. Mon téléphone a sonné. Isadelle. Mathilde. Comment tu vas? Bien. Et toi? La jambe avance. Encore 6 semaines d'après le médecin. Mais. Elle s'est arrêtée. Je voulais te demander quelque chose. Je suis retombée sur le rapport dans le système. Leclerc me l'a montré. C'est toi qui l'as rédigé? Oui. Silence. Pourquoi? Parce que toi aujourd'hui, c'est moi demain. Ou moi aujourd'hui, c'est toi demain. Et si quelque chose peut être réparé, ça doit l'être. Long silence. Merci, a-t-elle dit enfin. De rien.
Mathilde. Oui. Pour le poste de coordinatrice de formation. On en a entendu parler dans le service. Tu vas accepter? J'y réfléchis encore. Accepte. Tu es à l'intérieur et tu peux voir l'extérieur en même temps. C'est exactement ce qu'il te faut. J'ai raccroché. Lucie est arrivée en courant. Maman, regarde. Elle m'a tendu son téléphone. Une photo. Benoît et moi, côte à côte sous les feuilles jaunes et rouges, en train de parler. J'ai regardé la photo. Elle est belle. Garde-la, a dit Lucie. Tu la regarderas dans quelque temps. Cette semaine-là, j'ai écrit une dernière chose à l'hôpital. Un petit mot sur une feuille de papier, que j'ai laissé sur le bureau de Théo. Pour Théo. Un jour tu diras ces mots-là à quelqu'un à ton tour. D'ici là, laisse-les quelque part en toi. Mathilde. Et en dessous j'ai recopié la phrase de ma professeure. Votre patient ne vous dit pas tout. Mais son corps, lui, dit tout. Puis j'ai ajouté une phrase. La mienne. Vous êtes aussi un corps. Écoutez-vous, vous aussi. Le mardi suivant, ma première garde s'est terminée. En sortant, je me suis arrêtée dans le couloir. Désinfectant et polyuréthane. Et pain. Et rire. Et vie. Je suis sortie dans Paris. Ciel gris, fenêtre jaune, la Seine au loin. Tout était à sa place. Seulement moi j'avais changé. Et c'était suffisant. Cette histoire touche à sa fin. Mais la vie de Mathilde, elle, continue. La coordinatrice de formation. Le retour d'Isadelle. Un nouveau départ avec Benoît. Le 15e anniversaire de Lucie. Et un matin de mai, quand les marronniers fleuriront, être assise dans un parc et le voir. Si cette histoire vous a touché, posez-vous une question. La dernière fois que vous avez dit « Je vais bien », est-ce que c'était vraiment vrai? Chaque réponse est une histoire.